opération de recensement électoral au Togo, la C14, a-t-elle perdu la mise? C'est la question qu'on se pose. Basile Agbon était avec vous. On va aborder maintenant l'épineuse question qui est là, et même aujourd'hui, il y a un feuilleton au niveau de l'Assemblée nationale qui porte sur la recomposition de la CENI. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir se sortir de l'ornière sur cette question? Sur la question de la CENI, je crois que nous allons y revenir, mais je continue un peu sur l'aspect que j'avais tout à l'heure en ligne. Je me disais que je ne comprends pas la raison pour laquelle on peut appeler au boycott, d'autant plus que à chaque fois que on appelle au boycott, l'opposition démobilise son électorat et qui ne va pas aller se faire recenser. Surtout qu'on est dans la zone 1. Voilà. Le pouvoir en place appelle ses militants, convie ses militants, et les militants écoutent l'appel du pouvoir en place et vont se faire recenser. On a dit, il n'y aura, un ministre l'a dit, il n'y aura pas de séance de rattrapage. La raison, c'est qu'il y a eu des dépenses que le pouvoir a octroyées pour qu'on puisse commencer ces opérations-là. Même si, au hasard, il peut y avoir un prolongement des dates, ça ne sera peut-être que 1 ou 2 jours. Ça veut dire que ce qui sera fait sera en l'état et on peut peut-être apporter quelques correctifs. Alors, maintenant, lorsqu'on appelle à ce que les gens n'y aillent pas, à quel moment on va les appeler maintenant à y aller? Et lorsque ils se seront dit, bon, ok, nous on n'a pas vite écouté les choses, le risque c'est que le pouvoir en place ait fait enrôler ces militants qui iront au jour de vote voter. Et quand les résultats vont sortir, on criera, on nous a volé parce que, alors que qui devait aller voter pour la cause de l'opposition, ce sont ceux qui n'ont pas de carte d'électeur. Je me rappelle, j'étais dans un bureau de vote lors d'une élection. Et après la proclamation, après qu'on ait fait le dépouillement, il y a des jeunes qui sont là. Non, on nous a volé. Je me suis approché des jeunes. Je dis, mais tu as voté dans quel bureau de vote? Il dit, non, il n'a même pas de carte d'électeur. Je dis, mais ce n'est pas sérieux. Vous n'avez pas de carte d'électeur, vous n'avez pas voté. Et vous dites qu'on vous a volé. Qui vous a volé? Qui ira voter pour qu'on... Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on continue sur cette lancée, les mêmes causes, produisant les mêmes effets. L'opposition aurait pu dire à ces militants, allez-y, recensez-vous, on verra par la suite. Mais nous continuons à piétiner les mêmes erreurs, on les répète. Je crois que c'est ça, moi, je dis. Ce n'était pas peut-être bien séant d'appeler au boycott de ces élections. Est-ce que ce n'était pas compréhensible dans la mesure où elle n'était pas dans la CENI? Même si les gens, même si il n'y avait pas des gens au niveau des trucs de recensement, mais les recensements se font. Oui. Les recensements se font. Est-ce qu'on va aller faire recenser quelqu'un qui ne devait pas voter? Après qu'on ait fait la compilation, je crois que les erreurs, on peut les retirer. Il y a des gens qui sont allés dans les bureaux de vote et se sont promenés. Il y a un gars qui se balade sur les réseaux sociaux, il s'est promené dans 2 bureaux de vote, il s'est fait recenser et il présente ça dans les réseaux sociaux pour dire que le recensement est fraudé. Tu sais pertinemment que ce que tu es en train de faire est dangereux. Ce garçon, je vous en prie, on devrait le prendre. Mais après, il y a l'auditeur qui va... Voilà, heureusement qu'il y avait l'audit. Donc, c'est pour démontrer que les opérations qui se font prévoient déjà des fraudes. Justin. Oui, je pense que si on ne fait pas attention, on va se tromper lourdement. C'est-à-dire que depuis toujours, le pouvoir a adopté cette pratique et ça a évolué. Laquelle? C'est-à-dire que prendre de coups l'opposition, les manquements qui sont là, on les constate. On est en politique aussi. Ouais, nous sommes sur un terrain politique. C'est toujours comme ça. Ça a toujours évolué. Et ça me ramène, si vous le voulez bien. Et par rapport à la Coca de Lomé en 99, que la Coca de Lomé a été signée, il a été recommandé la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes. Au lendemain de cet accord, le pouvoir a refusé. L'opposition a boycotté les législatives de 2000. Conséquence directe, 2002, ils ont modifié la Constitution pour sauter le verrou, pour permettre à Yadema d'être encore candidat. La suite, on connaît aujourd'hui. Le pouvoir a toujours évolué comme ça, sachant que on vit dans c'est la force, on va prendre de coups, l'opposition, ça va évoluer. Moi, je dis aujourd'hui que le constat qui est là, la situation aujourd'hui a changé. La CEDEAO ne s'est jamais invitée dans le processus électoral depuis 90, il ne faut pas se l'oublier. Quelle que soit la crise qu'on a connue, Yadema, on a demandé à boycotter, Yadema allait chercher le feu Jacques Amouzou, Dani fait en 1993, les élections ont eu lieu, et la crise après, 94, et ainsi de suite, on en a connu.
la CEDEAO ne s'est jamais invitée dans le débat politique. Aujourd'hui, la CEDEAO est là avec une feuille de route. Et il y a un comité de suivi qui a même parlé de la recomposition. Mais ça m'amène à dire que lorsqu'on parle du processus électoral, c'est toute une chaîne. Donc c'est toute une chaîne. C'est ce que fait remarquer le pouvoir. Ah oui, oui, non, c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Lorsqu'il y a crise et qu'il y a une feuille de route, tous les acteurs, les protagonistes de la crise sont invités à se retrouver et à travailler ensemble. D'où la composition. Je vais vous faire remarquer deux choses. La première, c'est que le chronogramme de la CENI a été confirmé par la CEDEAO. Deuxième chose, certaines espèces sont dépêchées afin d'accompagner le président de la CENI dans un certain nombre de centres de recensement. De toutes les façons, lorsque vous lisez le communiqué du comité de suivi, on parle de la recomposition au niveau des partis, enfin les protagonistes. D'accord? Que ce soit les partis parlementaires, extra-parlementaires, de la société civile, de l'opposition, ça fait 8. Du côté de la mouvance présidentielle, ça fait 8. Maintenant, le président qui doit chapeauter maintenant la commission électorale, et c'est ce président-là dont il est question. Ce qui veut dire que même l'institution, enfin la société dont il est question, ZS, mais vous allez poser la question, comment est-ce qu'on peut faire le dépouillement de 16 CELI sur 42 ? On proclame le chef de l'État actuel Faure Gnassingbé en 2015 président de la République, et le président de la CENI à l'époque, Tafa Tabiou, a eu des difficultés même pour lire les résultats. C'est parce que sur la chaîne, la société ZS, même qu'on a même assigné aujourd'hui devant les tribunaux en Belgique, a proclamé des résultats frauduleux. Et sur cette base-là, cette société qui est encore là aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille accepter cette société. C'est là où moi je partage et l'avis selon lequel il faut tenir compte d'un certain nombre d'organisations de façon transparente. Parce que si l'organisation des élections ne se situe pas seulement le jour du scrutin, il faut bourrer les urnes. Mais au niveau de la programmation, je fais également observer, si vous prenez les cartes d'électeurs, c'est quelqu'un qui se fait enregistrer par exemple à Godogan, il retrouve sur sa carte peut-être Redranaway. Mais ce constat-là est fait. Même dans les villages, c'est le même constat. Mais si on transporte des gens de Lomé à l'intérieur du pays pour aller se faire enrouler, et que dans les dimensions, alors que c'est interdit même pas le code électoral, mais vous prenez même la feuille de route. Les gens peuvent aller chez eux se faire... Je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous transportez les gens comme des bétails, excusez-moi l'expression. Excusez-moi, les dimensions sont là. Oui, bien sûr, mais si les gens veulent se faire transporter pour aller se faire recenser, les dimensions sont là. J'en viens, les dimensions sont là. L'exemple de la ministre Sina Lawson, elle est partie chez lui. Je n'en disconviens pas. Lorsque vous prenez par exemple la feuille de route, où il a recommandé la possibilité des Togolais de la diaspora de voter. Et que au niveau, je pense que mais attention, il n'y a pas de circonscription. Je pense que ce point-là a été bel et bien négocié. Ça veut dire qu'il y a autant d'éléments aujourd'hui, mais qui ramènent pour dire que non, lorsque la CEDEAO s'implique dans la danse, et contrairement à ce que les gens pensent, ce processus sera repris. D'accord. Vous savez, laissez-moi dire à Justin Anani, d'abord, lorsqu'il a évoqué la CEDEAO comme en 98 ou 93, ne s'est pas invité à la crise togolaise, ça veut dire, vous savez, les prérogatives qui sont donc dédiées à la CEDEAO ont évolué. Entre-temps, la CEDEAO n'était pas forcément dans le bain politique. Ça a évolué et c'est au fil du temps qu'on a constaté que voilà, le reflet politique... C'est une remarque. Vous dites qu'aujourd'hui, la CEDEAO est là. Des glissements dans la politique. Donc, on lui a donné des prérogatives qui lui permettent aujourd'hui de s'inviter dans le débat politique. Là, il faut qu'on soit d'accord. Et c'est par rapport à cela que la CEDEAO, à part le Togo n'est pas quand même le premier pays où la CEDEAO s'est invitée. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs par le passé, nous le savons tous, mais ces erreurs-là ont été corrigées par la suite. Et on a vu la CEDEAO s'est imposée dans des situations où on le pensait pouvoir jouer à un arbitre défavorable, mais qui a joué à un arbitre impartial et qui a laissé aboutir des crises d'une manière favorable. Encore moi, la Guinée-Bissau. Tout à fait. Maintenant, revenons donc à la situation de la CENI et de l'enrôlement. La question était de savoir si... La coalition, il ne fallait pas attendre la coalition pour commencer les choses. Attendre la coalition pour commencer les choses, je me dis aujourd'hui, d'abord, vous avez posé une question si réellement on pourra s'en sortir. Moi, je me dis aujourd'hui, il n'y a pas de situation où le Togo ne peut pas s'en sortir parce qu'au moins nous avons un maître d'orchestre qui est la CEDEAO qui doit départir les positions. Et par rapport à cela, lorsque la situation s'avère difficile, la CEDEAO tranche et c'est nous-mêmes les classes politiques qui lui ont fait confiance et lui ont donné
disons, cette position-là de pouvoir trancher. Et lorsqu'ils tranchent, je pense que les positions doivent accepter. C'est pas après que les gens ont vu des prétentions à la hausse et disent que voilà, lorsque la CEDEAO dit ceci, on ne devait pas accepter, ou la CEDEAO dit il n'est pas venu pour nous imposer tant. On a constaté aussi bien au niveau de l'opposition, on l'a constaté aussi au niveau du parti au pouvoir. Et moi, je me dis que lorsque nous-mêmes, c'est que nous-mêmes, nous prenons des dispositions qu'on n'arrive pas à respecter. Au début, on a dit, parce que ce sont des principes qu'il faut respecter. Nous-mêmes, on a donné à ces CEDEAO la confiance totale de pouvoir résoudre la crise. Et je pense par rapport à cela, on doit s'entendre à cela. Les gens ne doivent pas voir au fil du temps, parce qu'on ne pose pas le diagnostic de la chose en voyant vraiment ce qui devait arriver. On part des principes, disons, qui ne sont pas solides. Et après tout, on repose encore, on revient avec des prétentions. Ça cause problème. Et par rapport à cela, on risquerait de ne pas sortir de cette crise-là si aujourd'hui, on ne fait plus confiance ou bien on se dit, bon, je me dis, la CEDEAO au niveau de tous les périmètres, il a posé les bases. Il y a eu un comité de suivi, il y a eu des experts qui sont là. Si aujourd'hui, un problème devait se poser sur le terrain, il y a des experts qui devaient le constater et reverser cela lorsqu'il y aura des réunions du comité de suivi. Et donc, c'est le comité de visite qui devait valiser donc cette disposition-là qui devait être de respecter. Et donc, lorsque ça sortira, personne ne peut en douter. Alors, d'accord, il y a quand même une question sur laquelle je voudrais qu'on revienne et que peut-être au niveau du comité de suivi, ça n'a pas été évoqué. C'est le cas de l'UFC. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, c'est ce cas qui a bloqué, n'a pas évolué. J'ai reçu tout à l'heure le docteur Folie-Ekoué, qui est conseiller de l'Union des forces de changement, qui est catégorique. L'UFC ne s'en ira pas. Non, effectivement. Parce que lorsque, par exemple, il y a une Assemblée nationale, avant que les principaux sièges ne soient occupés, avant même qu'on ne commence, les partis politiques se prononcent. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes des partis au pouvoir. Et c'est clair. Et c'est ce qui est enregistré en début de mandature. Et donc, l'UFC, bien qu'ayant conclu un accord avec le gouvernement, avec le pouvoir, s'est présenté depuis à l'Assemblée nationale comme étant de l'opposition. Bon, maintenant, les tests sont clairs. Est-ce que c'est d'autres partis politiques qui doivent valider l'appartenance à l'opposition des partis politiques, ou bien c'est parce que le parti politique se présente comme tel? On a comme l'impression que c'est l'ANC qui veut délivrer aujourd'hui le satisfecit d'opposition, le quitus d'opposition à l'UFC, ce qui ne se fait pas, ce qui n'est pas normal. L'UFC a dit qu'un parti de l'opposition, maintenant on lui refuse sa place au niveau de la CENI. C'est ça qui crée le problème. On aurait accepté. Pourquoi on veut l'empêcher d'aller à la CENI? Pourquoi? Il n'y a rien, aucune raison n'oblige donc à ce qu'on retire à l'UFC son appartenance à l'opposition. Parce que l'UFC se dit, je suis de l'opposition. Ce n'est pas à un autre parti de lui dire, tu n'es pas de l'opposition. La coalition dit que le bon sens voudrait que quand on est dans le gouvernement avec le pouvoir, on ne doit plus se réclamer de l'opposition. Écoutez, c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès. Nous avons eu dans ce pays un maître Agboibo qui a été chef du gouvernement, qui était de l'opposition. Nous avons. Non. C'est un accord. C'est un accord aussi que l'UFC a conclu avec le parti au pouvoir. C'est un accord entre deux partis. Mais tout en se disant qu'il est de l'opposition. Ce n'est pas les autres qui doivent lui donner le satisfecit de l'opposition. Je suis opposition, je le suis. Et donc, normalement, l'UFC doit avoir son siège. Vous permettez. Après la signature de l'accord politique global, c'est parce qu'il y a crise, on a signé l'accord politique global. Et c'est l'accord qui recommande à cette formation politique signataire de l'accord de se retrouver dans un gouvernement d'union. Et ce gouvernement d'union a été présidé en son temps par Maître Agboibo. C'est parce que c'est à la suite de l'accord, la crise était là. Mais vous avez touché un très bon sujet et je voudrais faire remarquer là-bas aussi qu'à l'époque, l'UFC avait qualifié le cas de parti satellite. Effectivement. Non, c'est comme on est comme un peu, je ne sais pas, dans le même registre où il y a des gens qui le disent. J'en viens. Moi, je parle du bon sens. Et la guéguerre entre les formations politiques, chacun pot de banane, ainsi de suite. Moi, je veux parler sur ce terrain-là, sur la base des principes, parce que beaucoup nous suivent. Maintenant, si à un moment donné, on a organisé des élections législatives et chaque parti retrouve sa force, connaît sa capacité de gouvernance ou non, et maintenant on n'a plus un gouvernement d'union nationale, et que la majorité qui est dégagée à l'issue du scrutin gouverne, comme c'est la règle, et c'est dans les tests, et qu'une formation qui se réclame de l'opposition s'allie avec la mouvance présidentielle et au gouvernement, mais dirige l'action gouvernementale ensemble. À partir de ce moment-là, ce parti ne peut pas se réclamer encore de l'opposition. L'incongruité ici constatée, c'est parce que le gouvernement fait passer un test taillé sous mesure
croyant que l'UFC en son temps allait rapporter la majorité et que le chef de file de l'opposition allait revenir du camp après la signature, bien sûr, de l'accord qui lie comment on appelle le UFC et le RPT. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, même sur la base même de ce test dont on fait cas aujourd'hui, mais celui qui statut est de l'opposition. chef de file de l'opposition n'a jamais contesté aussi cette loi. Mais de toutes les façons, lorsque vous l'interrogez par rapport aux avantages de cette loi, il n'en bénéficie pas. Allez, attention. Selon des indiscrétions. Attention, pas des indiscrétions. Moi, non. Et quand vous prenez, non, qu'est-ce qui est public? Sur la base de ce texte, si vous lisez, il devait être construit un cabinet au niveau de la présidence. Moi, je suis parti à la présidence, j'ai vu l'endroit. Mais ça n'a jamais été construit. Vous allez chez M. Jean-Pierre Fabre, vous allez retrouver les agents devant son portail. Vous allez retrouver le véhicule administratif. Il bénéficie quel avantage? Il touche le salaire, quel salaire? Non, allez vérifier, je ne dépends personne, parce que moi j'ai fait les investigations. Parce que ce sont des éléments, des fausses informations qu'on véhicule dans la masse et ça crée de confusion. Maintenant, un parti qui est au gouvernement, qui se réclame de l'opposition, maintenant je laisse le débat. Quand vous prenez même le communiqué du comité de suivi, on parle des protagonistes. Oui. Mais l'UFC qui se réclame de l'opposition ne fait pas partie de la C14. L'UFC n'a jamais contesté le fait qu'à un moment donné, les populations sont levées pour réclamer les réformes. Si ce n'est en décembre dernier, le président de l'UFC, on tentait de lui poser la question parce qu'ils avaient annoncé la conférence de presse. Nous sommes allés, automatiquement la conférence de presse était changée en point de presse pour lui demander, tel qu'il a pris la position, est-ce que ces ministres qui sont au gouvernement vont quitter? On a vu des indiscrétions. Certains ministres ont laissé entendre que si le vieux n'est plus d'accord avec cette histoire d'accord, nous sommes là, nous sommes au gouvernement, nous allons manger. Donc je pense que cette histoire qui s'est passée cet après-midi, où je vois un juriste qui dit nous n'allons pas quitter, qui sème la confusion même en première année de droit, même en politique élémentaire, un parti qui est au gouvernement ne peut jamais se réclamer de l'opposition. Ça, il va falloir qu'on soit clair là-dessus. Madame, sur le sujet. Vous savez, c'est une question d'interprétation du test. Parce que lorsque tout à l'heure, Justin venait de dire que voilà, la fête de Ruta a dit, on a dit quoi? Les partis protagonistes et puis parlementaires. Et je pense que c'est une question d'interprétation. Mais aujourd'hui, disons, le statut de parti d'opposition n'est pas une question de terminologie. Je pense qu'il y a des tests clairs qui le régissent. Aujourd'hui, au nom de quoi, où on peut avoir le même nom, ou d'ailleurs même l'UFC qui a, disons, un même plus élevé de députés à l'Assemblée nationale, on peut lui refuser le fait qu'il ne soit pas à la CENI. Et aujourd'hui, normalement, le gouvernement qui joue un peu à l'apaisement pourrait éventuellement, si au moins, disons, cet accord-là n'a pas connu un certain nombre d'écueils, pourrait éventuellement lui céder une place. Mais ce n'est plus possible parce que déjà, l'opposition en a 8. Si on cède à l'UFC qui n'a plus une position claire aujourd'hui, on adviendra quoi? Donc moi je pense que c'est une question d'interprétation. L'UFC n'a plus de position claire, on les cadre du débat. Soit carrément... C'est l'intérêt de la nation qui est en jeu. Soit carrément, je pense que le comité de suivi devait revenir et réécrire carrément le test avant de déboulonner l'UFC de là-bas. Sinon, moi, je ne vois pas au nom de quoi on peut demander à l'UFC de quitter la CENI. Ce n'est pas possible. Bon, on a vu les partis qui n'ont pas voulu quitter. À un moment donné, le comité de suivi s'est réuni. Non, je pense aujourd'hui, c'est parti. Non, je pense qu'il y avait une crise. Au nom de cette crise-là, ils sont retrouvés à la CENI. Au nom de cette même crise, on les demande de partir. Mais quand même, l'UFC a un statut clair et net. Il y a même des partis qui n'ont même pas de députés qui siègent à la CENI aujourd'hui. Et lui, il a des députés. Ne prenez pas le statut d'opposition comme étant une question de terminologie. Mais il y a des tests qui le régissent clairement et qu'il faut s'en tenir à ces tests-là. Je ne partage pas. C'est la parole, c'est à base. De toute façon, ça veut dire il faut clairement en discuter avec l'UFC, peut-être essayer de la convaincre pour que ça passe. La convaincre en quoi? C'est-à-dire que la feuille de route est là et pour l'intérêt national. La dernière fois, le comité de suivi a été clair. On a tracé les 8 sièges que devait occuper l'opposition. Et il est clairement dit que 5 sièges revenaient à l'opposition parlementaire et que 2 revenaient donc à l'opposition extra-parlementaire et 1 à la société civile proche de l'opposition. L'opposition parlementaire, c'est qui et qui? C'est tout. Au Parlement aujourd'hui, quels sont les partis qui sont opposition parlementaire? Attention là. Ça a été clair. Non. Il y a l'ANC qui est opposition parlementaire, il y a le CAR qui est opposition parlementaire, il y a l'UFC qui est de l'opposition parlementaire. On ne peut même pas refuser à dire. Tous les autres ont leurs représentants.
Tous les autres ont leurs représentants. Je ne partage pas. Et pourquoi on va refuser à l'UFC? Non, Je mais- dis non. non, Samuel, En réalité, ce débat devait être mené. Le débat a lieu. Non, Le débat a lieu. non, l'UFC joue quel rôle aujourd'hui? Tu peux faire tout bien quoi? Quelle est la position de l'UFC? L'UFC est un ne peut pas parti signer. de l'opposition Non, parlementaire. parce que sur la base de Non, la c'est clair, les tests- c'est l'incongruité. Non, C'est vous qui croyez à une vous incongruité. savez, lorsqu'on interprète Non, La réalité non, du terrain, elle est là. Non, moi je ne Parce partage que- pas. C'est l'incongruité. Mais- Vous n'avez pas besoin de Vous partager, êtes au il y a les Parlement, textes qui sont là. vous êtes au Parlement, Oui. vous avez signé un accord avec le parti au pouvoir, Oui. vous dirigez le pays ensemble, vous ne pouvez plus se réclamer de l'opposition. Pourquoi? Ça, c'est le béaba. Samuel, laisse-moi intervenir. Ça, Parce c'est que le béaba. vous savez, dites-moi, quelle élection il y a eu, qui a eu lieu dans ce pays où le pouvoir n'a jamais parlé de gouvernement de large ouverture? Il n'y en a pas. C'est cette opposition-là même qui verse, disons, des propos amenant le parti au pouvoir ne pas faire des consultations et amener donc les gens à diriger, à gouverner le pays partout ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu toujours cette habitude-là de toujours corriger, de copier ailleurs les bonnes choses. On va toujours, au nom de cette de cet engagement de copier de bonnes choses, je pense qu'il faut copier ailleurs. Parce que vous prenez dans tous les pays où il y a bon nombre de pays qui gouvernent avec l'opposition. Mais jamais, on n'a jamais dit que à partir du moment où vous gouvernez un pays avec celui qui sort vainqueur des élections, vous perdez votre statut de président. Ça n'a jamais existé. Non. Ça n'a jamais existé. Je l'ai dit, nous avons reçu le docteur Folie-Éco sur le sujet. Il a dit l'exécutif, c'est l'exécutif. Le législatif, c'est le législatif. Et la loi dit clairement au niveau législatif, je répète ces propos, qu'en entrée de mandature, on déclare sa position. C'est pas le poste qui est occupé au niveau de l'exécutif n'a pas d'incidence à avoir au niveau législatif. Je reviens également peut-être pour vous poser le problème autrement. À l'issue du scrutin législatif, les formations politiques représentées au Parlement se constituent. Vous exprimez votre position. Oui. Il y a les non-inscrits, ainsi de suite, position, proche de la mouvement, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, vous vous déclarez de l'opposition. Oui. Ça voudrait dire que toute action allant dans le sens de la gouvernance, vous trouvez toujours à dire. Maintenant, votre formation... On ne peut pas être toujours une opposition qui trouve toujours à dire le contraire de ce que... Si ça avantage. En fait, si le nom est appelé l'opposition, ça ne veut pas dans cette assemblée... Mais attends, si vous êtes de l'opposition... Il faut toujours s'opposer à tout ce que... Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que forcément vous devez s'opposer, forcément vous allez s'opposer. Ouais. Mais ce qui voudrait dire que lorsque l'opposition apporte un texte au Parlement, et que peut-être la mouvance estime que ce texte-là ne passe pas, et que lorsque vous réclamez de l'opposition, le bon sens voudrait quoi? Mais Non, mais il y a nous avons une opposition plurielle dans ce pays. Attention, nous avons une opposition plurielle. Il n'y a pas d'opposition. Moi, j'en viens. Si on se rappelle le dernier projet de loi de modification constitutionnelle, l'UFC aussi avait voté contre. Je n'en discute pas. quitté. Maintenant, il y a un autre élément qui est fondamental. légion. Il y a un élément qui est fondamental. Vous faites partie d'une formation politique. On connaît votre compétence. Vous êtes appelé au gouvernement. Peut-être sans l'avis de votre formation politique qui est au Parlement, qui est de l'opposition, vous allez au gouvernement à titre individuel, à titre personnel. Ça, on en connaît dans plusieurs pays. Mais tel n'est pas le cas ici. Ici, votre formation politique signe un accord avec le parti qui gouverne. Oui. Vous partagez l'action gouvernementale ensemble. Tout à fait. Vous votez les textes dans le même sens. Pas forcément tous les Mais textes. c'est le constat. C'est le constat. Mais aller au Parlement. Non, c'est pas une mauvaise lecture. Non, ça dit qu'aujourd'hui, c'est un débat et que l'UFC a cherché de créer subtilement pour semer la confusion. Ça, moi, je suis toujours contre. C'est ma position. Moi, c'est ma position. L'UFC ne peut pas se réclamer aujourd'hui de l'opposition. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui empêche de donner un quitus? Mais attends, qu'est-ce qui empêche UNI ou le RPT qui a signé en son temps un accord avec l'UFC le 10 mai 2010 de lui attribuer un poste au Parlement, l'UFC dit qu'elle est un parti de l'opposition. S'il faut je dis c'est de l'incongruité. De toutes les façons, je pense que nous sommes arrivés peut-être à la croisée des chemins. Le comité de suivi va essayer de trancher sur le parce que le vote même des membres, des représentants
de cette formation politique parlementaire a été ajourné aujourd'hui. Mais par contre, les autres, l'élection des autres a eu lieu. Maintenant, on verra, parce que parmi les protagonistes, si l'UFC fait partie des protagonistes ou non, on n'avez pas terminé, parce que lorsque vous parlez des protagonistes, je pense que le texte n'est pas épuisé. Vous faites une mauvaise lecture de la chose. Non. Oui, non, c'est parce que vous interprétez le texte à votre faveur. C'est pas normal. Mais attention là, ce n'est pas normal. Un parti qui est au gouvernement ne peut pas se réclamer de l'opposition. Ce qu'il faut votre analyse. Ce qu'on doit retenir, sont là. Votre analyse est à de toutes les façons, est-ce qu'on est en crise ou on n'est pas en crise? De toutes les façons, devant n'importe quelle est-ce qu'on est en crise ou on n'est pas en crise? Si on est en crise, ça veut dire que tout ce qui est texte, on met ça de côté. Lorsque ce problème va se poser, oui, je dis, devant n'importe quelle juridiction, lorsque ce problème va se poser, on ne dira jamais à l'UFC de quitter le policier de la CENI. Ce n'est même pas possible. Même on n'a même pas besoin de faire la première année de droit pour le comprendre. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens sont, disons, dans la diversion, en voulant interpréter les textes d'une manière plaisantin. C'est ça qui se passe en réalité. On avisera au moment opportun. Est-ce que la faute, ça n'a pas été de n'avoir pas pris langue avec l'UFC dès le départ? Effectivement. Oui, ça peut aujourd'hui se négocier. Effectivement. Parce que pourquoi l'ANC va se tailler la part du lion et d'ailleurs même être le parti qui va distribuer maintenant les critiques qui va envoyer le chef de file de l'opposition. Il n'a pas ça comme prérogative. Ce n'est pas normal. Le chef de file de l'opposition n'a pas ça comme prérogative. C'est une exagération. Ce n'est pas son rôle. Effectivement, c'est une exagération. Oui, mais les autres acceptent de jouer le jeu. Ils ont accepté de jouer le jeu. C'est pas ça aujourd'hui, les gens. Ce débat-là, nous n'allons pas le mener ici. Pour la simple raison que lorsqu'il était question maintenant d'attribuer donc les 8 représentants, les parlementaires ou non, extra-parlementaires, ainsi de suite, mais là, le problème a été discuté au sein de la coalition. Mais si vous demandez pourquoi on n'a pas échangé avec l'UFC, quelle est la position de l'UFC dans cette crise? Depuis quand la crise est née? Oui, mais là, c'est non, ici, non, moi, je veux connaître la position de l'UFC. Je veux connaître la position de l'UFC. Lorsque les ministres, lorsque certains ministres, dans les indiscrétions, on laissait entendre comme quoi, mais si le vieux veut rompre avec cet accord-là, ils vont toujours se maintenir au gouvernement, tout et tout. On connaît leur position. Non, moi je dis qu'aujourd'hui, toute personne qui défend la position de l'UFC, cette personne défend la position du parti au pouvoir. Ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Moi c'est ça. Ça c'est non. Moi c'est mon avis. Moi c'est mon avis. Non, moi c'est mon avis. Maintenant nous sommes sur le terrain. On avisera au moment opportun. Si c'est l'intérêt du peuple qui est en jeu, du pays qui est en jeu, ou bien si c'est l'intérêt de l'UFC qui a signé un accord avec le pouvoir et qui aujourd'hui cet accord n'est même pas respecté, on verra au moment opportun. Ça doit être une négociation profonde qu'il faut mener. C'est de la diversion. Lorsqu'on fait passer un test de l'incongruité totale et on le fait passer, mais je pense que c'est pas le bon sens. Dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.